Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h21, le petit déjeuner l'actu continue avec notre invité ce matin, Aude Lancelin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ex-directrice de médias et créatrice du média alternatif QG. Vous venez pour ce premier roman qui s'appelle La Fièvre aux éditions Les Liens qui libèrent. Oui, absolument. Alors c'est un roman, Cécile le disait, mais qui évidemment comporte beaucoup de choses réelles et qui nous ramène 2 ans en arrière, au début du mouvement des Gilets jaunes, parce que vous allez vous intéresser finalement aux 2 protagonistes de cette histoire. D'un côté, les Gilets jaunes, et puis de l'autre côté, les médias, à travers un journaliste un peu caricatural. Pour revenir en fait à cette histoire, donc c'est Johan qui habitait Guéret, dans la Creuse, et qui existe vraiment. Oui, un vrai personnage. Oui, c'est un garçon qui a vraiment existé. Le hasard veut que j'ai assisté à son arrestation sur les Champs-Élysées le 24 novembre 2018, donc à l'acte 2, moi le premier auquel je participe. Et effectivement, ce garçon va vivre un destin absolument tragique, puisque il va être condamné à de la prison avec sursis pour un jet de pavé sans victime ni dégâts matériels. Et il va s'enfoncer dans la Creuse, dans la dépression de plus en plus profondément, au fur et à mesure de la décomposition du mouvement des Gilets jaunes. Et il va finir par se suicider. Oui. Alors que alors que le fait d'être là pour lui, c'était une lueur d'espoir en fait. Absolument. Il retrouvait une certaine dignité. Absolument, c'est le gilet jaune typique. C'est des gens qui n'avaient jamais été politisés, qui n'avaient jamais manifesté, qui n'avaient jamais osé parler du stigmate de leur pauvreté, et qui ont retrouvé une voie grâce au mouvement des Gilets jaunes, un espoir. Et quand l'espoir commence à se dissiper, les chutes existentielles sont parfois terribles. Ouais. Et lui, il découvre, entre guillemets, la capitale, puisque du jour au lendemain, il arrive de Guéret, il est dans une ferme, il vit avec sa mère, il se retrouve dans les beaux quartiers. C'est exactement ce qui s'est passé dans les beaux quartiers, dans le 8e arrondissement. Il regardait en fait tous ces immeubles. Et qu'est-ce qui explique en fait il a pris son geste, de lancer en fait ce pavé contre les forces de l'ordre. Il est pris dans un mouvement, C'est ce qu'il a décrit au tribunal. Il a été emporté par la foule, et on sait à quel point ça peut être une sensation puissante. Mais comme beaucoup de gilets jaunes, non seulement ce n'était pas un voyou, non seulement ce n'était pas un casseur, ni un anarchiste organisé, ni quoi que ce soit, mais il a dit publiquement qu'il regrettait son geste, et je le cite, que sa protestation aurait dû rester dans les mots. Alors, beaucoup ont critiqué après les Gilets jaunes en disant oui, il y a une récupération politique, parce que vous dites, lui, Johan, il n'était pas politisé, il y a eu une récupération politique. Vous êtes journaliste vous êtes allé sur le terrain très vite pour voir qui étaient en fait ces Gilets jaunes. Est-ce que vous avez senti au début quand même qu'il y avait des tentatives de récupération politique? Alors, au tout début du mouvement, et c'est ce qui le rendait aussi impressionnant, il y avait absolument toutes les composantes politiques de la France. Il y avait des drapeaux rouges, il y avait des cœurs de Vendée, il y avait des Frances qui ne s'étaient jamais réunies, je pense, depuis la libération française. Et c'est ça qui rendait ce moment totalement exaltant à vivre. Au fur et à mesure du mouvement, ceux que j'appelle les gens d'ordre se sont de plus en plus retirés. D'abord, il y a eu... Des gens d'ordre, alors c'est-à-dire il y a eu une offensive médiatique terrible contre le mouvement des Gilets jaunes. Vous le savez bien, puisque Sud Radio est l'une des seules radios à l'avoir soutenu ou accompagné, disons, suivi avec honnêteté. En tout cas, on a voulu donner la parole à tout le monde, et sans préjugés. Contrairement donc à certains journalistes, certains médias qui avaient des préjugés par rapport à ce mouvement, non ? Absolument. Et d'ailleurs, ce que je vis avec l'apparition de ce livre est l'écho de ce qu'a vécu le mouvement, puisque je remercie Sud Radio de m'inviter ce matin, puisque je suis boycottée dans tout l'audiovisuel public et même privé. Tout le groupe Le Monde, l'Obs, Télérama, tous ne consacrent même pas une ligne à la sortie de ce roman. Donc non seulement les Gilets jaunes ont été invisibilisés totalement dans la presse mainstream, mais que je vois que leurs avocats aussi, leurs défenseurs continuent à l'être. Les médias sont en train de finir le travail. Oui. Est-ce que ça veut dire que finalement les pouvoirs publics successifs ont cru que cette classe sociale était définitivement inaudible, transparente et que de toute façon elle ne monterait jamais au front pendant des années et des années? Je pense que la morgue intellectuelle d'Emmanuel Macron, c'est l'aboutissement de dizaines d'années. Tout ça ne s'est pas fait en un jour, d'oubli total de la classe ouvrière.
Et c'est le fait de toute une pseudo-élite qui considère que ces gens sont juste bons à trimer dans la cale. Et quand ils les ont vus surgir en pleine lumière, et qui plus est en bas de chez eux, dans le 17e arrondissement, au 8e arrondissement, ils ont été pris d'une grande rage, d'une grande colère qu'on observe souvent chez la bourgeoisie à travers l'histoire. C'était déjà le cas sous la Commune. Quand les prolétaires sortent au grand jour. Oui. Et vous, vous êtes de sensibilité de gauche, hein, bien sûr. Vous avez travaillé avant à l'Obs, à Marianne, et vous regrettez que beaucoup de ces journalistes de gauche, parce qu'on dit que majoritairement la presse était à 90% à gauche, voire plus, finalement ne se soit pas intéressé plus que ça à ce mouvement profond des Gilets jaunes. Alors là, vous soulevez justement le grand paradoxe de la gauche française contemporaine, puisque maintenant on peut être de gauche sans être du côté du peuple. Ça a été théorisé depuis plusieurs dizaines d'années par des gens comme Jean-Claude Michéa et d'autres, mais là on l'a vu en grandeur nature. On a vraiment vu toutes sortes d'organisations de gauche ou d'intellectuels de gauche ignorer ce mouvement, voire le poignarder dans le dos. Très rares ont été les organisations qui ont affiché un soutien, ou les individus qui ont affiché un soutien dans le show de l'événement. Après, au printemps... Peut-être effrayé aussi parce qu'il y a eu de la casse assez vite, non, sur les Champs-Élysées, des débordements et de la violence, non ? Le propre d'un intellectuel, a fortiori d'un intellectuel de gauche, c'est de savoir que la stratégie d'un pouvoir face à une insurrection, c'est précisément de diviser le peuple, de dire d'un côté il y a les méchants casseurs, de l'autre côté il y a les bons travailleurs de l'eau, etc. Sauf que quand on se déplace sur le terrain, justement, on voit que tout ce discours était une fiction. Parce qu'en réalité, les gens qui étaient dans la rue le 24 novembre, le 1er décembre, c'était justement des travailleurs ordinaires, c'était des primo-manifestants, c'était des femmes, des enfants, c'était des personnes âgées. Et on les a terrorisés. On les a terrorisés au point qu'il fallait, après le 1er décembre, un courage physique réel pour exercer encore son droit de manifester. Et que les gens allaient manifester la peur au ventre. Ça m'a été dit des centaines de fois. Oui, mais est-ce que les gens qui venaient parler au nom des Gilets jaunes, on les connaît, Jérôme Rodriguez, est-ce qu'ils n'ont pas justement eu une parole qui n'était pas finalement en adéquation avec ce qui se passait réellement sur le terrain ? Est-ce que c'est pas eux qui ont un peu dilué plutôt de se mettre en avant ? Je ne les mettrai pas en accusation. Je pense qu'il y a eu un problème de représentation. C'est certain dans ce mouvement, il aurait fallu des porte-paroles légitimes, mais pour ça, il aurait fallu être aguerri politiquement et savoir que c'était indispensable. Mais vous parlez de Jérôme Rodriguez, on pourrait citer plein d'autres, bien sûr. Priscilla, il me semble néanmoins, et ça c'est quand même qu'à chacun de leur passage, mais ils sont assez peu invités, sauf dans des lieux comme ici, bien sûr, ils rappellent les fondamentaux de ce mouvement. Et les fondamentaux de ce mouvement, je vais les rappeler. C'est la justice fiscale, parce qu'il faut quand même savoir que dans ce pays, 60 à 80 milliards d'euros d'évasion fiscale par an, c'est-à-dire le budget de l'éducation nationale pourrait profiter au peuple français. C'est la défense des services publics. Et on a vu pendant la crise du coronavirus à quel point c'était fondamental. C'est l'écologie solidaire, une écologie qui soit à la portée de toutes les bourses. Et c'est la démocratisation. Sauf qu'aujourd'hui, ces gens ont lâché l'affaire, en fait. On les voit plus. Ils ont disparu et ils ont lâché les Gilets jaunes. Vous parlez des leaders, des figures. On va continuer dans un instant. Aude Lancelin est avec nous jusqu'à 10h. Vous pouvez réagir. 0820 0826. Décidément. Mais depuis ce matin, il faut dire que je me suis réveillé en retard. Pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce matin, j'ai eu une panne de réveil. Et donc ça continue. 300. La fièvre, Aude Lancelin est avec nous jusqu'à 10h. Vous nous appelez, vous réagissez. On y reviendra aussi avec Alexis Poulain, qui a bien suivi aussi ce mouvement en parallèle. Et on verra la caricature que vous faites aussi d'un journaliste justement un peu de gauche, mainstream, qui ne s'est pas vraiment intéressé à ce mouvement et pourquoi Johan est tombé aussi dans la dépression. Restez avec nous, il est 9h30. Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h33 à la suite du petit déjeuner de l'actu avec notre invité ce matin, Aude Lancelin. Rebonjour, l'ex-directrice média et créatrice du média alternatif QG pour ce premier roman sur le mouvement des Gilets jaunes. Ça s'appelle La fièvre aux éditions Les Liens qui libèrent. Oui, c'est 6 mois hors du commun dans
la société française, même si on a déjà vécu, certains ont vécu ça, nous on l'a pas vécu. Ces 6 mois, grosso modo, qui vont de début novembre jusqu'au mois de mars à peu près, où là, il y a ce mouvement spontané des gilets jaunes qui arrive, il y a ces débordements en fait de violence, et puis après, il y a cette confrontation avec la police, et puis ce mouvement très soutenu que vous le racontez très bien par la population, une partie de la population, et les médias, on va y revenir aussi, qui ont du mal à appréhender un peu ce mouvement à travers un journaliste un peu caricatural que l'on pourrait classer à l'Obs, à Libé, à l'Express, et qui va rencontrer Ils Johan, ressemblent tous. l'héroïne le héros entre guillemets de votre roman qui a vraiment existé. Des appels juste avant. 0826 300 300 avec Anne-France qui est avec nous. Bonjour Anne-France. Bonjour. Bonjour Anne-France. Bonjour à tout le monde. Oui. Oui, bon, écoutez, moi je suis navrée parce que ce mouvement partait de bonnes intentions, bien entendu, parce que beaucoup de gens ont des difficultés, je le vois dans mon travail, beaucoup de gens ont des difficultés pour clore la fin de mois, pour les enfants, pour tout. Et ce mouvement leur donnait un espoir. Un espoir d'être compris, d'avoir un petit peu plus peut-être tous les mois. Et puis petit à petit, il a été infiltré par les Black Blocs. Ils n'ont pas pu résister à cette infiltration, à cette violence qui s'est déclenchée. Et c'est navrant parce que bon, je vois à l'heure actuelle, les gens sont déçus. Je ne sais pas si le mouvement repartira parce qu'ils sont déçus, parce qu'ils n'ont pas senti de soutien, ils se sont fait souvent mépriser et les gens, ils sont toujours dans la misère. Vous-même, Anne-France, vous faisiez partie du mouvement d'une manière ou d'une autre des Gilets jaunes au début ou pas ? Moi, je les soutenais. Bon, mon travail fait que je ne pouvais pas, participer, mais mon fils a participé. Et vous faites quoi dans la vie, Anne-France ? Je suis infirmière libérale. Non, mais et je voulais à un moment donné faire partie de ces gens qui allaient aider quand quelqu'un se faisait blessé. Et mon fils me l'a interdit. Il m'a dit, maman, j'ai vu des gens se faire taper dessus alors qu'ils avaient la Croix-Rouge, qu'ils allaient soigner les gens. Il m'a dit c'est lamentable, donc tu n'y vas pas. Bon, lui, il y est allé à peu près jusqu'au mois de mars-avril, et puis petit à petit, maintenant c'est quasiment inexistant. Mais bon, moi j'opte autrement. J'ai tout un système où je récupère, je donne aux gens. On est un certain nombre de personnes où on aide comme on peut les autres, souvent les mamans qui sont toutes seules, qui n'y arrivent pas. Et c'est vrai, c'est désolant parce que c'est quelque chose qui aurait pu être positif pour la population. Oui, c'est à travers Aude Lancin ce témoignage de Anne-France. Merci Anne-France, vous pouvez rester avec nous si vous voulez et dialoguer. On voit, c'est parti d'un mouvement assez solidaire, de revendications assez légitimes et des espoirs déçus au bout, comme on l'entend avec Anne-France, plus la dérive quand même de la violence qui en a découragé sans doute beaucoup, non ? Les espoirs déçus, ça c'est incontestable. Simplement, je pense que ce ne sont pas les gilets jaunes dont il faut accuser cet échec en réalité. Je ne nie pas que des erreurs tactiques aient pu être commises. Évidemment, des erreurs ont été commises puisque ces gens n'étaient pas politisés et n'étaient pas formés au combat politique. Néanmoins, cette violence, on l'a vu ça très tôt dès les premières manifestations, c'est tout de même la police qui l'a initiée. Quand vous commencez dès 9h du matin à gazer abondamment et à sortir des canons à eau sur des retraités, sur des travailleurs pauvres, sur des gens qui étaient dans un esprit de fraternisation, eux, avec les forces de l'ordre, contrairement à la gauche intellectuelle, eh bien, vous ne pouvez pas avoir d'autres résultats que celui-là. Au bout d'un moment,
les gens en face, l'homme est un animal réciproque. Lorsque vous exercez de la violence sur lui, il vous répond par de la violence. Donc les gens se sont endurcis. Beaucoup sont finalement restés chez eux. C'était l'objectif. Et ceux qui sont restés étaient prêts à en découdre. Et ça ne pouvait pas se passer autrement. Oui, Alexis Poulain, parce que vous avez suivi aussi évidemment de très près ce mouvement. Hein, vous êtes resté avec nous. Il y a des passages dans le livre qui montrent aussi comment la mise en scène a été faite par le pouvoir pour que ce mouvement soit vu comme violent, avec l'inaction face aux Black Blocs, l'épisode de la Mongie où le président est au ski avec Brigitte, et ça se passe mal, le Fouquet brûle. Alors là, il faut tout revoir le plan de com et dire non mais on doit revenir parce que ça paraît laxiste. Mais c'était surréaliste ce qui s'est passé. Et le déni en fait de vouloir entendre, de vouloir dialoguer, parce que les Gilets jaunes ont voulu dialoguer. Hein, ils ont été reçus vaguement par Édouard Philippe, mais jamais par Emmanuel Macron. Qu'a fait le président de la République? Il a organisé le grand débat, la mise en scène personnelle de son corps et de son pouvoir. Il était toujours au centre de l'attention et il monologuait pendant des heures autour des élus locaux ou de personnes qui étaient sélectionnées, y compris certains Gilets jaunes. Ce n'est pas ça le débat démocratique, ce n'est pas ça la démocratie. Pourquoi on en est arrivé là? Parce que le pouvoir a eu peur, il a utilisé la police comme dernier rempart. Aujourd'hui, les Gilets jaunes, c'est pas fini. C'est une erreur de le croire. C'est toujours une erreur de le croire, puisqu'il y a bien sûr l'appel de Jérôme Rodriguez pour le 12 septembre. Je ne sais pas combien de gens seront dans la rue, mais au-delà de ça, je pense qu'après, en plus, ce qui s'est passé avec la crise sanitaire, on va avoir de nouveaux travailleurs qui vont rentrer dans la précarité. Et ceux qui manifestaient, qui étaient effectivement les gens du soin, hein, des infirmiers, des gens qui étaient aides-soignants, enfin, tous ces gens-là n'ont pas été entendus. Ils ont encore été maltraités. Et tout ce qui traverse la fièvre, le roman, c'est en fait la remise en scène de la vulgate marxiste en disant il y a une lutte des classes, elle est évidente, la bourgeoisie contre le prolétariat. Et aujourd'hui, la bourgeoisie a sorti les grands moyens. Et pourquoi autant de dépression? Cette répression d'État, elle a mutilé et elle a tué, parce que les suicides, oui, il y en a, et il va y en avoir encore avec la crise économique qui s'annonce. Et il n'y a pas eu de réponse à ça. Et effectivement, s'en sort une grande essoreuse où les Français se retrouvent perdus et ne savent plus quoi faire. Aude Lancin, nouvel appel. C'est Jonathan qui est avec nous du Puy-en-Velay. Hein. Bonjour Jonathan. Jonathan ou Jonathan? Jonathan peut-être. Hein, oui, je ne sais pas pourquoi je dis Nathan. Oui, c'est Jonathan Bertrand. Bonjour à tous. Bonjour Jonathan, bienvenue. Oui. Alors, moi je vous ai un petit peu écouté là, pendant un petit quart d'heure, 20 minutes, et il y a des choses assez intéressantes que j'ai entendu, voilà, très bien. Il faut quand même pas oublier une chose, moi qui suis beaucoup dans les Gilets jaunes, le mouvement n'est pas éteint, loin de ça, et il va aller de plus en plus, je pense, dans l'augmentation, c'est-à-dire avec le chômage de masse qui va arriver, de plus en plus de précarité. À mon avis, les Gilets jaunes, ça ne fait que commencer. La contestation du peuple va continuer à augmenter. Là-dessus, je m'en fais pas trop. Quand vous parliez tout à l'heure de la police, oui, c'est le dernier rempart de la Macronie. Et le gouvernement en place, donc la REM, etc., ils ont bien prouvé que face au peuple, il n'y a que la répression, toujours la répression, il n'y a pas d'écoute du peuple. Moi, je vois au Puy-en-Velay où on a eu la préfecture qui a brûlé. Bah oui, on s'en souvient. Il y a eu énormément de mensonges là-dessus. Hein. Les gens n'avaient pas vocation à brûler le préfet. Par contre, derrière, on a eu un préfet qui pleurait, qui a joué son rôle d'acteur à merveille. Mais en fait, et Jonathan, est-ce que vous êtes quand même déçu que du coup ce mouvement, alors vous dites il est pas fini, il n'est pas éteint, et c'est vrai, on verra peut-être, et puis les gens qui vont tomber dans la précarité vont peut-être s'y retrouver d'une manière ou d'une autre, mais est-ce que vous n'avez pas été déçu aussi qu'il n'y ait pas une meilleure représentation de ce mouvement pour pouvoir aller dialoguer face aux autorités politiques, non ? Eh ben, la représentation du mouvement, elle s'est faite sur le tas, si vous voulez. Là, si on prend tout à l'heure au panier de Jérôme Rodriguez, qui est un homme plutôt bien, moi j'ai eu quelques contacts avec, il est arrivé parce qu'en fait, il s'est retrouvé éborgné, tout simplement. Donc, il est victime de la Macronie, de sa police politique, si vous voulez. Ce qui est quand même un gros problème, c'est que notre police, elle est devenue quand même politique. Alors, non, je pense que les représentants, ils sont arrivés là un peu par hasard, si vous voulez, et puis ils ont dû un peu assumer ce qui se passe. C'est pas simple, moi je pense, quand on s'appelle Jérôme Rodriguez ou Jérôme d'Olive, moi qui fais des lives régulièrement, qui n'est pas leur popularité, déjà c'est pas simple, hein, je me mets à leur place, voilà. Alors,
ils sont ce qu'ils sont, mais ce sont des gens qui ont vraiment des convictions et ils ne sont pas dans la recherche de la violence. Donc je trouve que c'est assez intéressant, assez intelligent. Ouais. Voilà. Alors, Aude Lançin, Aude, vous avez entendu Jonathan. Qu'est-ce que vous lui répondez en fait à Jonathan? Restez avec nous. Hein. Oui, je pense qu'effectivement, on peut se lamenter sur le problème de représentation. Bon, c'est vrai que d'ailleurs, Jérôme Rodriguez aujourd'hui prend une importance énorme parce que les autres sont souvent rentrés chez eux. Je pense à Éric Drouet, notamment, figure historique des Gilets jaunes, qui lui n'appelle pas à manifester le 12. Mais je veux dire, c'est quand même le pouvoir qui a refusé le dialogue. Je pense notamment à cette plateforme extrêmement intéressante, Le Vrai Débat, qui avait émergé en janvier et qui a quand même, par Priscilla Ludowski notamment, Fawzi Lelouch et d'autres, qui a été lancée, d'où énormément de propositions ont émergé, 58 propositions. Il y a eu 1 million de votes en ligne, donc il y a quand même une forme de légitimité véritable. Ils ont proposé à de nombreuses reprises à Emmanuel Macron de le rencontrer. Ils l'ont proposé, la dernière fois, c'était le 16 novembre 2019, pour les 1 an du mouvement. Et à chaque fois, Emmanuel Macron a louvoyé, que ce soit par lâcheté ou parce qu'il au bout du compte, il considérait qu'il n'avait même pas à répondre à ses gueux. Il n'a jamais donné ce rendez-vous. Moyennant quoi, on se trouve dans une situation effarante où on a vécu la plus grande insurrection depuis mai 68. Eh bien, ce qu'a fait De Gaulle, le petit Emmanuel Macron n'a pas eu le courage de le faire, à savoir dissoudre l'Assemblée nationale. Rien que ça, c'était pas grand-chose, mais c'était quand même le minimum du minimum. Quand vous avez un mouvement aussi puissant qui est soutenu par... Sur la durée, c'est vrai, soutenu par 60-70% de la population. Quand même, c'était ça qui le rendait extrêmement menaçant et intéressant. C'est qu'en dépit de la diffamation, en dépit des tombereaux de mensonges, le mouvement est resté populaire pour une majorité de Français, ce qui était incroyable. Ouais, et vous le dites bien aussi d'ailleurs dans votre roman, le pouvoir a vraiment tremblé quand même, a vacillé. Quoi. Ah mais moi je pense réellement qu'Emmanuel Macron est un miraculé. Ouais. Je ne comprends même pas comment il a pu sortir de cette crise. Là, à cet égard, il y a une forme d'audace chez lui, incontestablement, parce qu'il n'a absolument... Parce qu'il a rebondi même, quoi. Il a sorti un carnet de chèques, mais... Bon, en plus, avec un tour de bonneteau qui fait que tout ça a été pris sur l'assurance sociale, et finalement rien n'a été consenti. Et le mouvement qui a suivi, le mouvement contre la réforme des retraites, n'a rien obtenu non plus. Donc effectivement, la date, moi je suis pas sur le mythe des grosses dates, tout va changer, l'insurrection à date programmée, moi j'y crois pas. Mais je pense qu'il faut quand même être là, malgré tout, et nous on sera là en tout cas, le 12, pour montrer à Emmanuel Macron que les moutons ne sont pas retournés dans leur enclos, qui n'ont pas été assommés par le Covid et qu'il ne devrait pas dormir sur ses deux oreilles. Oui. Avant de refaire un petit point peut-être aussi sur les violences policières, et puis on y reviendra d'ailleurs avec un représentant du syndicat de police qui sera avec nous tout à l'heure, dans un instant, parce qu'il y a un malaise quand même au sein de la police. Alors pas forcément né des Gilets jaunes, mais il existe d'une façon plus générale. Ce que vous racontez dans votre livre, pour y revenir en un mot, sur La Fièvre, c'est ce journaliste qui débarque de Paris, qui va se retrouver chez Johan, dans la Creuse, à Guéret, et découvrir un monde finalement qu'il ignorait un peu, quoi, alors que lui devait couvrir un petit peu toute l'actualité sociale, économique et politique. Bah, c'est vrai que la déconnexion. Alors ce personnage, qui n'est pas sympathique, c'est le journaliste trentenaire mainstream type, ivre de lui-même au début du livre. Mais enfin bon, j'ai essayé quand même de lui donner un parcours, de lui donner un vacillement. Pas une bascule radicale, parce que ça aurait été un happy end totalement ridicule quand on connaît nos confrères, mais en tout cas il va avoir ce mouvement vers l'autre et il va en être ébranlé. Et je pense malgré tout que c'est arrivé à certaines personnes au cours de ce mouvement, par différents biais, chacun a sa sensibilité. Mais je sais que certains journalistes mainstream qui parfois avaient voté Macron au premier tour, etc., ont été horrifiés par les violences policières auxquelles ils ont assisté. Ils ont vu, moi j'ai un exemple... Et puis la détresse en fait de Gilets jaunes, quoi, leur situation, quoi, ils l'ont mieux perçu en allant sur le terrain. Ils ont pu voir que le discours, quels que soient leurs préjugés politiques, ils ont pu voir que le discours du pouvoir était radicalement mensonger, et que dans la rue, il n'y avait pas des antisémites, des fascistes, des ligues prêtes à en découdre.
Allez, on va poursuivre dans un instant. Cécile. On revient dans un instant avec, on va parler des 27e suicides dans la police depuis janvier. Comment mettre un terme justement à cette détresse dans le monde policier avec Christophe Girard qui sera avec nous. Ne bougez pas, c'est la suite du Grand Matin Sud Radio, il est 9h48.